Bonjour Sophie Primas. Bonjour Ariane. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes porte-parole du gouvernement. On est ensemble pendant un petit peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Sophie Primas. Bonjour Christelle. Sophie Primas, on a évidemment beaucoup de sujets à voir avec vous, mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé hier du côté de Grenoble et cette explosion dans un bar due à une grenade qui a été lancée. Il y a une douzaine de blessés. Est-ce que vous avez plus d'informations? Moi, ce jour, je n'ai pas d'informations. J'ai reçu, comme tout le monde, les dépêches sur mon téléphone cette nuit. Je n'ai pas d'informations. Je pense évidemment aux 12 victimes, dont 2 seraient en état assez grave. Je pense aussi à tous ceux qui se sont portés au secours de ces personnes-là, mais je n'ai pas plus d'informations. Je pense que c'est un grand fait divers, parce que fait divers c'est un peu réducteur, qui montre que la violence, une fois de plus, l'art, les armes, les trafics d'armes sont un fait dans notre pays et que c'est un des sujets que les Français souhaitent voir traité de façon ferme et déterminée et le plus rapidement possible. Le ministre de la Santé va se rendre sur place. Bruno Retailleau avait prévu, lui, de se rendre sur place demain, un hasard du calendrier. Est-ce que vous savez s'il va avancer son déplacement, du coup? Non, je n'ai pas d'informations non plus. Je n'ai pas réussi à le joindre ce matin. C'est le hasard du calendrier, en effet, qui fait que le ministre de l'Intérieur allait parler d'autorité à Grenoble, avec le maire, avec l'ensemble des élus, des forces de police et de sécurité. Bon, voilà, plus que jamais, je pense que ce sujet, à Grenoble, mais partout en France, malheureusement, y compris d'ailleurs dans les zones plus rurales, on en parle de plus en plus et c'est une réalité, est un sujet de lourde préoccupation pour les Français. On va parler du budget, des budgets, des motions de censure qui ont donc échoué, y compris la dernière hier. Le budget de la sécurité sociale est donc considéré comme adopté par l'Assemblée. Est-ce que ce matin, vous êtes une porte-parole soulagée? Je suis une Française soulagée. Surtout, parce qu'enfin notre pays a un budget, 2 budgets, un budget principal et le budget de la sécurité sociale, et nous allons pouvoir enfin reprendre une vie démocratique normale et surtout nous atteler aux grands chantiers qui sont les chantiers de préoccupation. On vient de parler de la sécurité, on vient de parler des grands sujets qui préoccupent, de pouvoir d'achat, on vient parler des sujets très sectoriels comme le logement ou comme les outre-mer. Voilà, on est au travail et je peux vous dire que le calendrier de travail est assez rempli et qu'on est enfin passé dans cette phase opérationnelle où on va pouvoir s'occuper des sujets qui sont les sujets de préoccupation. Alors restons quand même quelques instants encore sur ces budgets qui ont occupé l'Assemblée nationale et le Sénat depuis plusieurs semaines. Et le gouvernement. Et le gouvernement. Celui de la sécurité sociale, qui sera présenté lundi au Sénat, prévoit désormais 22 milliards de déficit contre 16 dans le budget Barnier. Comment est-ce qu'on finance tout ça ? C'est la question principale. Vous savez qu'un euro sur 2 en France, dans ce que dépense l'État, est consacré à nos dépenses sociales. Donc les retraites, les allocations sociales et évidemment la maladie. Et que parce que notre population vieillit, parce que les traitements, notamment de santé, font beaucoup de progrès mais sont de plus en plus coûteux, parce qu'il y a des maladies chroniques qui se développent, nous avons un déficit. Et parce que nous avons une courbe démographique qui n'est pas favorable, avec de plus en plus de personnes qui arrivent à la retraite et de moins en moins d'actifs, nous avons un problème de financement. Là, 6 milliards en plus, c'est énorme. Ah, mais tout ça, c'est le résultat de ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est des dépenses de santé qui progressent beaucoup plus vite que nos recettes, évidemment, et que la démographie. Donc, la question qu'on a peu abordée pendant ces budgets, parce que nous n'en avions pas le temps, c'est la question du financement de toutes ces dépenses sociales. Est-ce que toutes ces dépenses sociales doivent être uniquement financées par ceux qui travaillent et par le travail et par la taxation, par les charges sociales des entreprises qui créent de la valeur? C'est la question fondamentale sur laquelle nous allons nous pencher. Il y a des conférences aujourd'hui, le fameux conclave sur les retraites, mais il va y avoir des conférences sur les salaires. Il faut qu'on sorte de cela parce que le système, comme vous l'indiquez, s'emballe. Et le système n'est pas tenable. Vous avez des pistes de réflexion aujourd'hui ? Sur les retraites, il y a un conclave qui est en train de se tenir et donc je n'irai pas sur les solutions, mais on entend... Mais sur les retraites, on peut faire des économies ? Sur les retraites, on peut financer différemment. Je pense qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui la martingale, si j'ose dire, qui nous permet à la fois de maintenir un système par répartition qui est un héritage du Conseil national de la résistance, qui est vraiment quelque chose d'important pour les Français en termes de solidarité et de fraternité, et en même temps qu'on réfléchisse à comment
par un système à points, par un système par capitalisation. Il ne faut pas s'empêcher de réfléchir à comment on arrive à l'équilibre de ce système. Mais vous êtes favorable à l'introduction d'une forme de capitalisation? On laisse les partenaires sociaux. Le Premier ministre a souhaité donner cette tâche, missionner les partenaires sociaux, parce que c'est leur état c'est leur mission à eux de faire cela. Donc, il les a mis autour de la table. On discutera et puis ensuite, s'il en sort quelque chose, on légiférera. Une partie des participants, qui en interne ou en externe, d'ailleurs Olivier Faure a dit par exemple, s'il n'y a pas de modification de la mesure d'âge, nous déposerons une motion de censure sur le texte qui sera étudié au Parlement concernant les retraites. Est-ce qu'on peut toucher à la mesure d'âge tout en faisant des économies ? On laisse les partenaires sociaux travailler. Vous voyez, je suis sensible à vos questions d'économie. Les questions des retraites, par exemple, n'est pas forcément une question d'économie, c'est une question d'équilibre des comptes. C'est comment on fait pour que on finance les retraites aujourd'hui et demain, sans créer de déficit supplémentaire. Donc c'est moins une question de recettes ou d'économie. Il faut faire des économies, par exemple, sur notre système de santé, réfléchir autrement, se dire comment on peut organiser le monde de la santé, comment on peut lutter contre la fraude, comment on peut se reposer des questions sur des systèmes qui existent aujourd'hui, comment est-ce qu'on diminue la bureaucratie, par exemple. Donc sur la santé, je pense qu'il faut réfléchir à comment on peut faire beaucoup mieux avec un peu moins. Donc sur la santé, par exemple, je pense qu'il faut parler d'efficience. Sur les retraites, les faits sont là. Il y a des salariés, il y a des retraités qui vont arriver, qui arrivent en masse, il y a une courbe démographique qui ne nous est pas favorable. Et donc là, c'est de l'équilibre qu'il faut parler. Christelle parlait des motions de censure. Il y en aura une, a priori, la semaine prochaine, déposée par le PS, suite notamment aux propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. Est-ce que ça là vous inquiète ? Moi, je prends toujours les motions de censure très au sérieux, parce qu'elles expriment une volonté politique. Je crois comprendre que la volonté politique d'Olivier Faure et du groupe socialiste à l'Assemblée nationale est de montrer sa préoccupation sur ces questions d'immigration, préoccupation d'ailleurs qui est partagée là aussi par l'ensemble des Français, de positionner son groupe politique par rapport à cette question et de montrer aussi qu'il est dans l'opposition, que malgré le fait qu'il n'ait pas voté la censure, il se trouve dans l'opposition. Donc tout cela est respectable. J'attire juste l'attention sur le fait que les Français ont besoin de stabilité et qu'après avoir voté le budget, faire tomber un gouvernement pour un mot qui est partagé, là aussi, par l'ensemble des Français. Je pense que chacun aura le sens des responsabilités, mais... Ça veut dire quoi, vous lui demandez de retirer cette motion de censure? Non, je ne lui demande pas de retirer cette motion de censure. C'est sa liberté, c'est son choix. Je ne me permettrai pas de faire ça. Simplement, je dis attention, les Français ont besoin de stabilité. Le Parti socialiste n'a pas voté la censure pour le budget pour permettre à la France de progresser. Restons sur cet élan. Je comprends sa motion de censure dans l'acte politique qu'il veut et symbolique qu'il veut faire. Je dis attention non plus de ne pas utiliser la motion de censure tous les 2 matins comme un amendement ou comme une résolution. Il y a d'autres outils parlementaires pour exprimer son opposition. Un dernier mot sur les finances, puisqu'on recevait hier le rapporteur général du budget à l'Assemblée, Charles de Courson, qui dit ne pas croire que l'objectif de 5,4% fixé par le gouvernement sera tenu. Est-ce que vous maintenez cet objectif? Bien sûr, on maintient cet objectif. Éric Lombard a indiqué à la suite du budget qu'un groupe de pilotage de nos comptes serait formé à Bercy pour regarder, j'allais dire, pratiquement semaine après semaine, tous les éléments contextuels, économiques qui font le budget et qui sont dans le budget, la croissance en particulier, les dépenses, le niveau de dépenses, l'évolution de ces dépenses. Et donc, si nous devions apporter des modifications au cours de l'année, nous le ferions, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. On ne peut pas exclure complètement. Donc il y aura un budget rectificatif? Je pense que s'il y a effectivement notamment des éléments à resserrer au cours de l'année, sûrement que le budget rectificatif, qui est un élément politique aussi compliqué, parce que probablement qu'il régénérerait lui-même des censures, donc c'est un peu sensible. Mais si effectivement on a besoin d'un pilotage, il y aura soit une redistribution des budgets à l'intérieur du budget général, soit peut-être un PLFR en fonction des éléments. Un dernier mot, puisqu'il y a une commission d'enquête à l'Assemblée sur le dérapage des finances publiques, et Alexis Collard, le secrétaire général de l'Élysée, refuse de s'y rendre. C'est un problème?
Bien, écoutez, je n'étais pas au courant de cet élément. Je pense que chacun est responsable devant le Parlement, quelle que soit sa mission et sa fonction. La commission d'enquête imagine saisir la justice pour le contraindre à venir. Vous le comprenez ? Le Parlement est souverain, représente le peuple, doit faire son contrôle, sa mission de contrôle. Je pense que les choses vont s'apaiser. Le Premier ministre, il a été interpellé hier lors des questions d'actualité au gouvernement sur le scandale de Betaram, cet établissement privé béarnais sur lequel le parquet de Pau enquête pour des faits présumés d'agression sexuelle et de viol. Alors lui, il n'assure n'avoir jamais été informé de tels agissements. Mediapart affirme le contraire. Est-ce que vous pouvez nous assurer que le Premier ministre ne ment pas ? Sur cette affaire, je voudrais d'abord penser aux victimes, ou en tout cas aux personnes qui ont témoigné ou qui vont témoigner, puisqu'il semble qu'il y ait une volonté de faire témoigner beaucoup de personnes, plus de 100. Donc je pense d'abord à elles et à ce qu'elles ont probablement subi, qui est toujours un traumatisme important, notamment, enfin partout, mais dans un établissement scolaire encore plus. Je pense aux parents aussi, qui doivent être dans des situations un peu délicates et confuses. Le Premier ministre s'est exprimé 2 fois à l'Assemblée nationale, il s'est exprimé au Sénat. Vous comprendrez que je n'irai pas plus loin que ces déclarations. Vous comprenez que le PS demande que toute la lumière soit faite, y compris sur ce que savait le Premier ministre ? Je n'irai pas plus loin que les déclarations du Premier ministre. L'Assemblée nationale, elle examine le texte de Gabriel Attal sur la justice des mineurs. Et ce matin, dans Le Parisien, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, il propose d'introduire de nouvelles mesures. Lors de l'arrivée du texte au Sénat, ce sera fin mars. Il propose notamment de renforcer l'utilisation du bracelet électronique pour les 16-18 ans ou d'introduire une forme de jury populaire. Est-ce que le gouvernement soutient ces mesures ou est-ce qu'il part dans son nom propre ? Non, Gérald Darmanin est très déterminé à avancer sur cette question de délinquance des mineurs. Personne ne peut nier qu'un jeune homme de 17 ans aujourd'hui, en 2025, est assez différent de celui d'il y a 20 ans ou 30 ans, que la responsabilité, que la violence a progressé et surtout, ce qui est très très frappant auprès de la jeunesse qui est délinquante, c'est que vous voyez, il y a un écart et c'est ça qu'on veut combler surtout et que Gabriel Attal a mis dans sa proposition de loi. C'est qu'au moment où vous faites un délit, un crime, un délit, un acte de violence, il faut que vous puissiez comparaître et ensuite que la justice passe et ensuite que la sanction soit appliquée. Il peut se passer parfois 2 ans, 3 ans. C'est pas comme ça qu'on doit faire avec notre jeunesse. Il faut que, à chaque acte répréhensible, la sanction vienne immédiatement après et rapidement. Donc je pense que le grand avantage de cette proposition de loi de Gabriel Attal, qui était attendue, c'est de raccourcir, c'est la comparution immédiate, c'est de raccourcir le temps entre le délit et la sanction. Ça, c'est très important parce que même structurellement, dans l'esprit de très jeunes, parfois de 16 ans, 17 ans, etc., vous savez, il y a un film qui disait action-réaction, c'était pas très sympa à l'intérieur de ce film, mais je pense que c'est très important qu'un jeune puisse comprendre qu'il faut fait un délit. Il faut compléter ce texte, comme le suggère Gérald Darmanin ? Je pense qu'il faut le compléter. Je pense que ce qu'il a proposé, en grande partie, ce sont des mesures de bon sens qui vont dans le même esprit que la proposition de Gabriel Attal. Et je ne pense pas que Gérald Darmanin ne soit pas déterminé. Ça a été concerté avec Matignon ? Vous avez pu en débattre entre vous avant que Gérald Darmanin... Alors moi, je n'étais pas dans ces discussions, donc je ne veux pas m'avancer sur les discussions entre le Premier ministre et Gérald Darmanin. En tout cas, vous souhaitez que le Sénat vote les propositions de Gérald Darmanin ? Le Sénat est souverain, comme l'Assemblée nationale, et donc il y aura des discussions sur ces sujets. Il y aura une commission mixte paritaire, donc on a encore du temps parlementaire pour discuter de cela. Alors, il y a un autre texte qui devrait arriver, c'est le texte sur la fin de vie. Et Catherine Vautrin, la ministre, qui est pour un seul texte sur la fin de vie, donc pas ce que dit François Bayrou, qui lui est pour 2 textes. Et elle affirme même que l'Élysée est sur cette ligne. Qu'en est-il ? La position du Premier ministre est très claire, il y aura 2 textes. Donc Catherine Vautrin, c'est quoi ? C'est la cacophonie ? C'est lui le Premier ministre, c'est lui qui tranche. Et sur ce point, il y aura 2 textes. Il sera très attentif à ce que les discussions sur les 2 textes se fassent en même temps, parce qu'effectivement, il y a un continuum. Mais il y aura 2 textes. C'est la position très ferme, je dois vous le dire, du Premier ministre. Et c'est celle d'Emmanuel Macron aussi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura 2 textes. Est-ce que le scinder en 2, ce texte, c'est pas rendre difficile l'adoption de l'aide active à mourir ? Ce sont 2 sujets qui sont dans un continuum, évidemment, mais qui sont assez différents.
Le premier, qui concerne les soins palliatifs, c'est un texte qui a pour objectif de rendre accessible à tous les Français, ce qui est très loin d'être le cas aujourd'hui, l'accès aux soins palliatifs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vingtaine de départements dans lesquels il n'y a pas de service public de soins palliatifs, et c'est quand même un sujet d'égalité, un sujet d'aménagement du territoire, mais d'égalité surtout des Français devant quelque chose qui nous dit tous, qui est notre fin de vie. Ça, c'est la priorité, et il faut le faire, et c'est la suite de la loi Claes-Leonetti. C'est l'application en fait de cette loi qui aujourd'hui n'est pas encore totalement faite. Le deuxième sujet est un sujet plus compliqué. Le sujet de la mort assistée, du suicide assisté, est un sujet extrêmement compliqué qui n'est pas que technique, qui pose des questions éthiques, qui pose des questions morales, qui pose des questions sur lesquelles un grand nombre de parlementaires ont beaucoup travaillé. Et donc en travaillant beaucoup ce sujet, en ne se contentant pas de l'écume en fait, de la première idée, on se pose beaucoup de questions. Et donc il est légitime que l'expression de chaque parlementaire soit libre. Si vous faites un package des deux, vous voyez, c'est très compliqué. Sur les soins palliatifs, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord sur cette question-là. Sur la question de la fin de vie, je pense qu'il y a des réserves, qu'il y a des réflexions plus importantes. Est-ce que François Bayrou il souhaite vraiment que l'aide active à mourir soit adoptée ? Mais François Bayrou a porté ce sujet parce que c'est un sujet de société, là aussi, auquel les Français sont très attachés. Vous connaissez ses convictions personnelles, mais c'est le Parlement qui va décider. Et donc, le Parlement va décider, mais il souhaite que le Parlement décide librement sur cette question très épineuse. Pour qu'on comprenne bien, parce qu'il y avait déjà un texte qui était dans un cheminement parlementaire, celui d'Olivier Falorni, ça veut dire que là, on repart de zéro, il y aura 2 nouveaux projets de loi qui seront présentés en Conseil des ministres ? On ne repart pas de zéro, je n'ai pas encore les modalités exactes. Il y a un calendrier, ça sera au mois de mai, probablement, à peu près mai. Je n'ai pas encore les modalités. Mai, c'est en Conseil des ministres ? Oui, mai, c'est retour au Parlement. Et vous pensez qu'il n'est pas nécessaire de recommencer toute la procédure parlementaire ? On est aujourd'hui dans la détermination des modalités pour savoir si effectivement on repart du texte de M. Falorni, ce qui je pense n'est pas tout à fait possible, et aussi on scinde effectivement un texte en prenant l'essence évidemment sur le texte de M. Falorni. Donc c'est mai au Parlement et on est toujours sur une adoption avant l'été, c'est ce que souhaite François Bayrou ? Écoutez, c'est le plus rapidement possible pour régler et trancher ce sujet, encore une fois, qui est un sujet de préoccupation des Français. Christelle. On parlait de Gérald Darmanin, il a lancé un autre débat la semaine dernière autour du droit du sol et pas uniquement à Mayotte. Lui aimerait qu'un débat se tienne sur le droit du sol sur l'ensemble du territoire français. François Bayrou a dit qu'il n'y était pas opposé, mais dans une forme un peu différente. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dire plus sur ce que pourrait être ce débat ? Quel pourrait être le sujet ? Quand est-ce qu'il pourrait avoir lieu ? Sous quelle forme ? Alors, premièrement, je voudrais dire que répondre aux questions qui préoccupent les Français et qui sont liées à l'immigration, en répondant uniquement sur le droit du sol, c'est se tromper complètement de sujet. Le droit du sol est un sujet, on sait que ça occupe beaucoup les discussions, mais je voudrais dire ici sur votre plateau et profiter de votre audience pour dire que si on ne traite que le droit du sol, on ne traite pas l'essence du problème. Il faut l'élargir à l'ensemble. Quelle question ? À l'ensemble des sujets qui concernent l'immigration. Sauf erreur de ma part, Gérald Darmanin a dit que probablement c'était un sujet d'élection présidentielle. Et je pense en effet que ce sujet de droit du sol, sur des modalités qui doivent être des modalités compréhensibles par les Français et compréhensibles par les étrangers qui souhaitent venir en France, doit être un sujet de présidentiel. Donc je pense que nous ne sommes pas dans une configuration politique suffisamment apaisée qui permette un débat apaisé sur ce sujet du droit du sol. Donc il n'y aura pas de grand débat national sur le droit du sol, ni même sur l'immigration ? Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y aura des discussions. Le Premier ministre a indiqué qu'il souhaitait faire des débats sur cette question-là. Mais quelle forme ? Est-ce que ce sera des conventions citoyennes ? Je n'ai pas les formes non plus. Est-ce qu'il envisage des conventions citoyennes ? Je n'ai pas aujourd'hui non plus les modalités. Mais ce serait des débats avec des Français, des élus ? Est-ce que ça, au moins, vous avez une indication là-dessus ? Non, je n'ai pas d'indication sur les modalités. Ce qu'on n'a pas bien compris non plus, Vraiment, je veux le redire, le droit du sol n'est qu'une toute petite partie des problèmes liés à l'immigration et des opportunités aussi liées à l'immigration. Et se limiter et mettre dans le débat aujourd'hui, maintenant, juste la question du droit du sol, je pense que ce ne sera pas un débat sur le droit du sol. Ça n'est pas efficient en réalité. Donc vous fermez la porte à un débat sur le droit du sol ? Je ne ferme la porte uniquement sur le droit du sol, surtout pas celles qui ont été ouvertes par le Premier ministre, vous le comprendrez. Mais c'est l'unique sujet, le droit du sol. Enfin,
Ce ne sera pas le cas en tous les cas. Je pense que le droit du sol ne sera pas le cas. Le Premier ministre a dit ce que c'est que d'être français. Donc on voit bien qu'il y a un débat qui est élargi autour des principes de vie, autour des principes de la République, autour de la parité. C'est Matignon qui est chargé d'y réfléchir aujourd'hui à ce futur débat. Comment ça se prépare? Encore une fois, je ne connais pas les modalités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on n'a pas très bien compris non plus de la part de François Bayrou, c'est est-ce que lui, il est pour remettre en cause l'automaticité de la nationalité française, comme Gérald Darmanin? L'automaticité de la loi française, je vous le dis, est un sujet qu'il regarde. Donc, mais il n'a pas tranché. Il n'a pas tranché, voilà. Un mot sur un autre sujet, puisqu'Emmanuel Macron a choisi de nommer Richard Ferrand pour succéder à Laurent Fabius au Conseil constitutionnel. Alors, le Parlement doit valider ce choix. Les Républicains ne sont pas très enclins à voter en faveur de Richard Ferrand, notamment ici au Sénat. Est-ce que vous voteriez pour Richard Ferrand si vous étiez encore sénatrice, vous? Alors, je ne suis plus sénatrice et Richard Ferrand a une proposition du président de la République. Je respecte le parcours politique de Richard Ferrand. Je laisse la politique passer. Et le Parlement décide. Mais est-ce que vous considéreriez que ce serait grave si finalement Richard Ferrand n'obtenait pas le nombre de voix nécessaires pour être choisi pour être président du Conseil constitutionnel? Mais ce qui pourrait arriver, évidemment. Le Parlement est souverain. Il est arrivé que, on appelle ça des nominations article 13, donc c'est proposition du président de la République et vote des commissions dans chaque assemblée. C'est le Parlement qui a le dernier mot. C'est déjà arrivé. On a déjà des exemples de propositions du président de la République qui n'ont pas été suivies par le Parlement. Il y a une jurisprudence, donc c'est tout à fait possible que M. Ferrand soit adoubé ou pas. C'est la décision. Vous comprenez la position des LR qui ne sont pas favorables à Richard Ferrand? Je suis aujourd'hui au gouvernement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a un second choix si jamais le Parlement ne valide pas J'imagine. Mais il vous a pas dit lequel? Je ne le connais pas. Allez, on va parler des... Je ne veux pas présumer des prérogatives du Parlement. On va parler des LR, justement. Vous quittez quelques instants votre casquette de porte-parole du gouvernement, Christelle. Oui, Bruno Retailleau a déclaré sa candidature pour prendre la présidence du parti. Est-ce qu'elle a eu raison de le faire maintenant? Est-ce que c'est un bon candidat? Est-ce que Bruno Retailleau est un bon candidat? Bien sûr. Bien sûr, c'est un bon candidat. Et je crois que le fait que nous ayons aujourd'hui pris la décision de participer à ce gouvernement de façon active, en ayant des ministres au gouvernement, montre aussi à la vertu de montrer aux Français que le Parti Les Républicains recèle des personnalités dont les talents sont utiles à la France. Bruno Retailleau en fait partie, évidemment. Aujourd'hui, notre parti, Les Républicains, a besoin d'un projet, a besoin d'un élan, a besoin de dire quelque chose aux Français, de proposer quelque chose aux Français. Et c'est l'enjeu que nous avons devant nous dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on peut être ministre à un poste aussi important que ministre de l'Intérieur, tout en étant candidat en campagne pour son propre parti politique? On peut être Premier ministre et être président d'un parti politique. Mais pas en campagne. On peut être Premier ministre, oui, en campagne ou pas en campagne, mais on peut être Premier ministre et président d'un Est-ce qu'il a pris le risque, est-ce que Bruno Retailleau il a pris le risque de relancer la guerre des chefs? Cette candidature, elle ne plaît pas beaucoup à Laurent Wauquiez. Vous savez, je le redis, notre parti a besoin d'un projet. Donc, question de timing, ce sont des enfantillages. Bruno Retailleau, aujourd'hui, a un projet. Il veut porter une espérance pour la droite. Il en a la légitimité maintenant devant les Français. Laurent Wauquiez a été un super président de région. Il est patron du groupe à l'Assemblée nationale. Il a la légitimité politique. Donc, que nous ayons des talents, c'est une bonne nouvelle. Vous votez pour Bruno Retailleau? Écoutez, on va laisser les choses se faire. Il y a, je crois, un comité stratégique aujourd'hui. Il y a un comité politique lundi qui, je l'espère, déterminera les modalités de désignation d'un nouveau président pour vous ou d'une nouvelle présidente. Voilà. D'ici les prochaines semaines. Vous souhaitez qu'il y ait d'autres candidats? Mais il y en aura d'autres, parce qu'il y a d'autres talents dans notre parti. Donc je laisse. Est-ce qu'il y a des gens qui je laisse les candidats ou les candidates se présenter, et puis je donnerai mon point de vue quand ce sera le moment. Pour l'instant, c'est pas le moment, mais je me réjouis qu'il y ait de l'effervescence et de l'enthousiasme. Est-ce que Laurent Wauquiez doit se présenter, selon vous? Mais tous les talents
sont bienvenus. Et vous savez, ici au Sénat, il y a un exemple, moi, qui m'avait beaucoup frappé pour la présidence du Sénat en 2014, qui était, on avait 2 candidats à l'intérieur du groupe Les Républicains, Gérard Larcher naturellement et Jean-Pierre Raffarin. Ça n'avait pas été facile, 2 hommes avec une surface politique très importante, la même empathie, une légitimité partagée sur ce poste. Il y a eu un vote à l'intérieur de notre groupe et immédiatement, les choses se sont ressoudées et sont repartis dans une logique de conquête. Donc, je trouve que c'est un beau modèle. Je suggère. Oui, derrière ces candidatures à la présidence des LR se profile d'ores et déjà l'élection présidentielle de 2027. Gérald Darmanin, encore lui, l'a évoqué récemment en disant que lui souhaiterait qu'une primaire soit organisée et sans doute une primaire de la droite et du centre. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, juste lui, il souhaite qu'un candidat se dégage, mais il dit que si c'est pas le cas, il faudra passer par une primaire. Alors, je suis strictement sur la même ligne que Gérald Darmanin. Je pense que face à la recomposition politique de notre pays, qui est issue du en même temps et de cet état politique, nous n'avons pas d'autre choix que de ne présenter qu'un seul candidat ou une seule candidate. Même s'il n'est pas LR. Ou pour vous sur cet arc-là. Et donc, une confédération de partis, etc., tout ça, il faut y réfléchir et il faut travailler à l'union. Parce que nous n'avons besoin que d'un seul candidat ou d'une seule candidate. Et pour cela, il faudra un moment choisir ce candidat. Il faudra, soit il s'impose, et très bien. Soit il faudra un système de départage. Moi, vous savez, je ne suis pas contre les primaires ouvertes, parce que j'en ai vécu en 2017. Ça s'est mal fini pour les raisons qu'on connaît tous, sauf que ça avait créé une envie de droite, ça avait créé un débat et ça avait créé un élan dans le pays jusqu'à pratiquement l'hiver 2017 qui était extrêmement intéressant, qui était fabuleux et qui était positif. On avait un projet positif à proposer aux Français et ça donnait la pêche et ça donnait envie aux Français d'y participer. Merci Sophie Primas, merci beaucoup d'avoir été notre invitée à la une de la Dépêche. C'est un nouveau fait divers, Colomiers abattu à l'arme lourde. C'est un homme d'une trentaine d'années qui a été tué. Et une grande interview d'Éric Lombard, le ministre de l'économie, qui est en visite à Toulouse aujourd'hui. Merci Christelle, merci beaucoup. On passe au Club des Territoires, on va reparler de Bruno Retailleau.